Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Alors, il y a une situation assez grave à Ouassem que je voulais partager avec vous. Merci à tous ceux qui sont en ligne. Vous êtes jusqu'à 5 000 francs sur TikTok, 5 000 plutôt sur TikTok. Alors, il y a une situation assez... Est-ce que la technique, vous avez le train qui passe à Lomé là, avec la fumée à Tikoumé là tous les jours et qui envoie nos clinkers, le clinker du Togo vers le Ghana, Damon Cement là, vous avez ça? Si vous avez ce train là, ce train de 19e siècle là, ou bien 17e siècle, qui circule à Lomé là, si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de souci, on peut continuer. Alors, Ouassem est un... Comment on appelle ça? Ouassem est en difficulté avec l'OTR. Vous savez qu'il y a en 2016, nous avons fait les Panama Papers, ce grand scandale qui a secoué le monde entier et dont le journal que j'ai la responsabilité de conduire a participé à cette enquête mondiale, les Panama Papers, avec toutes les révélations que nous avons eu à faire à cette époque. Voilà le train. Voilà le train. Nous sommes au Togo, hein. Vous voyez ça? Même en 1914, là, les Allemands ont amené un train là, ça ne circulait pas comme ça. Au XVIIe siècle, là, c'est les trains du XVIIe siècle qui circulent encore au Togo. Voilà le train de Diamond Cement. Voilà les trains qu'on fait circuler à Lomé pour amener le ciment, pour amener le clinker à... pour envoyer le clinker au Ghana. Vous savez que Damon Cement, les Indiens, ils ont une autre usine là-bas, de l'autre côté de la frontière au Ghana. Alors, Ouassem, on avait révélé le plus grand scandale dans lequel Ouassem était impliqué, ces Indiens-là. Je vais vous faire rapidement l'historique. Le site qu'occupe aujourd'hui Ouassem, c'était la CIMAO. Pour ça, je parle aux jeunes, les jeunes qui n'étaient pas très âgés en ce moment-là. C'était la CIMAO. La CIMAO, c'était une initiative régionale. On voulait créer une cimenterie régionale et donc le Togo a eu à abriter ce projet-là qui était dédié à toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc, les mines de Tablibo, tout ça, il y avait la CIMAO qui était installée là-bas. Entre-temps, comme on le sait toujours, la CIMAO n'a pas fait long feu et donc la CIMAO, je ne dirais pas que la CIMAO a fait faillite, mais le fonctionnement de l'usine s'est arrêté. Et donc, le reste de l'usine est resté dans la brousse là-bas. Les machines étaient intactes. Il n'y avait rien n'était gâté. Tout était en place. Alors, les Indiens là sont venus. Ils sont venus avec 0 franc. Ils n'ont rien apporté. Donc, quand les Indiens sont venus, il y a un ministre qui est maintenant décédé, qui les a introduits auprès de Yadema. Et Yadema a dit non, il a dit à ces Indiens là que non, que les choses sont gâtées là-bas, qu'il n'est pas sûr que les choses fonctionnent là-bas. Donc, les Indiens ont dit non, qu'ils peuvent redémarrer l'usine. Parce que le ministre qui les a introduits leur avait déjà dit que l'usine peut fonctionner. On peut redémarrer l'usine. Donc, le Togo a remis à ces Indiens-là pratiquement 0 franc. 0 franc, cette structure-là, avec toutes les machines qu'il y avait déjà. Il y avait tout à Tablibo. Les Indiens sont venus les mains vides. Et ils ont pris cette industrie-là, ils ont dépoussiéré les machines et ils ont redémarré l'usine. Donc, ils sont arrivés sans aucun franc. Mais ces Indiens-là qui sont arrivés,
et qui ont pris le contrôle de l'usine de Tablibo. À partir du Togo, ils ont créé des usines partout et aujourd'hui ils sont devenus des multimilliardaires. Ils ont réussi à créer au Ghana plusieurs usines, ils ont créé au Mali, ils ont créé, je pense, au Burkina, au Niger, ils ont créé au Congo, à Mindouli. Et même, ils se sont permis au Togo de démonter certaines machines. C'est-à-dire, ils ont même pillé le matériel. Ils ont démonté certaines machines qu'ils ont envoyées jusqu'à Kati, au Mali. Parce qu'ils ont créé une usine là-bas à Kati. Ils ont pris une grande machine qui revenait excessivement chère. Ils l'ont démonté, ils l'ont fait mission import-char. Et ils l'ont traîné jusqu'à Kati. Donc ces gens-là, à partir du Togo, ils sont devenus multimilliardaires. Et donc, ils ont organisé un système de flux financier où ils faisaient sortir de l'argent du pays à partir de montage. C'est ça qu'on appelle l'évasion fiscale. Donc, on leur a accordé des avantages et en retour, ils organisent régulièrement l'évasion fiscale. Et donc, c'est tout ça qu'on a révélé à partir des Panama Papers suite à des fuites de données d'un cabinet panaméen qu'on appelle Mossack Fonseca. Et donc, quand on a sorti toutes ces informations, le Togo a découvert qui étaient les actionnaires de Wassem. On a vu ceux qui étaient des actionnaires cachés de Wassem et tout ça. Aujourd'hui, de 2016 à maintenant, nous avons fait les Panama Papers en 2016. Aujourd'hui, ça fait quoi? 10 ans plus tard, n'est-ce pas? Depuis 10 ans qu'on a fait les Panama Papers et qu'on a informé les autorités togolaises que ces Indiens faisaient de l'évasion fiscale. 9 ans, bon disons 10 ans. Le Togo n'a pas réagi. C'est maintenant que le Togo réagit, 10 ans plus tard, pour coller à Wassem un redressement de 10 milliards. Actuellement, l'OTR a collé un redressement de 10 milliards, 15 millions d'euros à Wassem. Et donc, c'est un article qui est sorti dans Africa Intelligence, je vous le lis. Le cimentier indien Prasad Motapari, c'est le patron de cette société-là, l'Indien, qui a fait les conneries dans les Panama Papers, épinglé par les autorités fiscales. Voilà ce que dit l'article. Mise en cause en 2016 dans l'enquête des Panama Papers. La cimenterie Wassem fait l'objet d'un redressement fiscal de la part du fils togolais. Un nouveau déboire pour cette filiale du grand géant africain Diamond Cement. Cela fait plusieurs mois que les agents de l'Office des recettes, OTR, scrutent les comptes de la cimenterie Wassem, située à Tablibo, en région maritime. Elle est l'une des plus importantes du pays. Cette filiale du groupe Diamond Cement, installée au Ghana et au Burkina Faso, au Mali, au Congo ou encore en Guinée, est dirigée par le mania indien Prasad Motapari Siva Ramavara, c'est son nom. Ce monsieur qu'on appelle le mania indien, avant d'arriver au Togo, n'était pas milliardaire. C'est à partir du Togo qu'il a gagné ses milliards. Il fait l'objet d'un redressement fiscal de la part de l'administration togolaise, dont le montant dépasse les 10 milliards de francs CFA, plus de 15 millions d'euros. Ce redressement intervient consécutivement à plusieurs dénonciations auprès de l'OTR pour des soupçons de corruption. Écoutez très bien. Pour des soupçons de corruption et d'évasion fiscale à l'encontre de Wassem. Donc, l'OTR accuse Wassem de corruption et d'évasion fiscale. Qu'est-ce que nous avions dit en 2016 dans les Panama Papers? C'est la même chose. C'est la même chose qu'on a sorti. Mais comme ils avaient des intérêts dedans, ou bien comme ils ont des intérêts dedans, ils se sont entendus pour ne rien faire. C'est 9 ans après qu'ils poursuivent les gars. Les gars ont pris le temps de bien s'enrichir, de sortir beaucoup d'argent du pays, qu'ils viennent dire qu'ils leur réclament 15 millions d'euros. Vous savez, quand l'OTR est parti sur les comptes de Wassem, combien ils ont vu? Quand l'OTR est parti sur les comptes de Wassem, vous savez combien ils ont trouvé? Dans cette affaire de redressement fiscal-là, vous savez combien ils ont trouvé sur les comptes de Wassem? À peine 5 millions. À peine 5 millions. Ils ont trouvé sur le compte de Wassem. À peine 5 millions.
Une société qui fait des chiffres d'affaires de milliards par an. À peine 5 millions, ils ont trouvé sur leur compte. Quels 5 millions d'euros? On parle de 5 millions de francs CFA. Tu dis 5 millions d'euros. 5 millions de francs CFA qu'ils ont trouvé sur leur compte. Des gens qui font des chiffres d'affaires de milliards par an. Donc, l'OTR les accuse de corruption. On ne sait pas qui ils ont corrompu pour le moment. Et d'évasion fiscale. Donc, l'OTR est en train de leur coller un redressement fiscal de 15 millions d'euros. Ça fait 10 milliards de francs CFA. Je continue l'article. Parmi les actionnaires de cette société figure Clément Maouli-Arialé, qui est la représentante dans les négociations en cours avec l'OTR. Donc Clément Arialé, il est celui qui fait la navette entre l'OTR et l'Indien. L'homme d'affaires qui a un temps présidé l'association des grandes entreprises du Togo est aussi à la tête de la Fédération togolaise de tennis. Ouassem fait l'objet depuis plusieurs années d'une surveillance renforcée de la part de l'OTR, avec laquelle elle a toujours refusé de coopérer. Donc pendant longtemps, Ouassem a refusé de coopérer avec l'OTR. Vous imaginez? Les gens viennent chez nous comme investisseurs. On leur donne nos ressources. Ils exploitent nos ressources et ils refusent de collaborer avec le fisc, avec l'OTR. Donc pendant longtemps, Ouassem a refusé de collaborer avec l'OTR. Donc Ouassem, il est en territoire conquis. Ces Indiens-là, ils font ce qu'ils veulent. Ils exploitent le ciment. Ils sortent le clinquer du pays, ils vont au Ghana. Il faut sortir l'argent. Personne ne leur doit rien. Et personne ne leur dit rien. Et donc, l'article nous renseigne que pendant longtemps, Ouassem, voilà le Titan et voilà le train. En plus de polluer la nature, avec ce train de 17e siècle, en plus de polluer la nature, regardez le train là. Les gens arrivent au Togo, c'est l'image qu'ils ont du Togo. Les gens arrivent au Togo là, c'est l'image du train là qu'ils ont du Togo. Et donc, Ouassem refuse de coopérer avec l'OTR. Déjà en 2024, donc l'année dernière, plusieurs employés du département financier, l'article nous renseigne que l'année dernière, plusieurs agents, plusieurs employés de Ouassem, du département financier de la cimenterie, ont été arrêtés et placés en détention provisoire pour des soupçons de surfacturation et d'émission de fausses factures, ayant été libérés sous caution après quelques mois de détention. Donc, l'année dernière, il y a plusieurs employés de Ouassem qui ont été arrêtés, placés en détention pour des soupçons de surfacturation et d'émission de fausses factures. Il y a des gens qui sont à Ouassem, ils sont à la direction financière, ils ont au moins 40 maisons à Lomé. Ils ont 40 maisons à Lomé. Ils sont juste à la direction financière de Ouassem. Ils ont au moins 40 maisons à Lomé. 40 maisons. C'est-à-dire, ils ont des systèmes où eux-mêmes, ils ont des dépôts de ciment. Et ils ont une manière de diriger des ciments sur le chantier. Ils ont tout. C'est-à-dire, ils ont un système qui leur permet de se servir directement. C'est-à-dire, on dit que les gens qui travaillent à l'hôtel vivent de l'hôtel. Eux, ils travaillent à l'hôtel, mais ils vivent de l'hôtel. C'est-à-dire, ils ont des méthodes qui leur permettent d'avoir du ciment gratuitement. Donc, quand tu as du ciment à vil prix, tu ne fais que construire des maisons. Quand tu as du ciment, on te donne du ciment comme tu veux. C'est vous-même qui organisez tout ça. Tu ne fais que construire des maisons. Il y a des gens qui sont à Ouassem. Ils sont au service finance. Ils ne gagnent pas 2 millions, ne gagnent pas 1 million. Mais ils ont au moins 40 maisons, 30 maisons à Lomé. Parce qu'ils ont le ciment gratuit. Ils ont des méthodes de détournement de ciment pour construire des maisons. Imaginez quelqu'un peut sortir 50, quelqu'un peut sortir 200, 300, 500 tonnes de ciment. C'est eux qui organisent tout ça. Et donc, on a arrêté des gens à Ouassem pour surfacturation, émission de fausses factures. Alors, la même société Ouassem refuse d'indemniser les propriétaires terriens, les gens de Tablibo qui ont été spoliés de leur terrain qui leur sert de terrain d'agriculture et donc de moyens de subsistance. Et on a pris les terrains, il y a des carrières qui se sont étendues, on a confisqué les terrains, on refuse de les indemniser. Ces gens ont fait des collectifs, ils ont saisi la justice. La justice leur a donné raison. Aux premières instances, ils sont partis à la cour d'appel et depuis plus de 10 ans,
les dossiers sont à la cour d'appel. On a fait déjà 20 renvois du dossier à la cour d'appel. Alors qu'il y a une disposition dans la loi qui dit que pour un dossier, on ne peut pas faire un renvoi plus de 3 fois. Mais la cour d'appel a déjà fait 20 renvois des dossiers des victimes de Ouassem. À Tablibo là-bas. À la cour d'appel de Lomé. Ça veut dire qu'il y a l'argent qui circule. Ou bien il y a quelqu'un quelque part qui donne des ordres pour que la justice ne donne pas raison aux propriétaires terriens qui, eux, aujourd'hui, sont en train de mourir un à un. La société Ouassem aussi, c'est les accidents de travail. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont fait des accidents de travail, qui sont morts, qui n'ont pas été indemnisés, des gens qui ont eu des handicaps à vie, des bras coupés, des pieds sectionnés, qui sont à la maison abandonnés par Ouassem. Ce redressement fiscal vient s'ajouter aux nombreuses difficultés rencontrées par le mania indien Prasad Motapari et son groupe au Togo. En 2016, ce dernier a été au cœur de Ouassem Gate à la suite de la publication de l'enquête de Panama Papers qui avait fait révéler un système d'évasion fiscale vers les îles Vierges britanniques mis en place par le cabinet panaméen Mossack Fonseca. La cimenterie tourne au ralenti. Donc l'article nous informe que actuellement Ouassem tourne au ralenti depuis plusieurs mois. Donc la société qui est au Togo tourne au ralenti, mais ils volent le clinquet qu'ils envoient au Ghana tous les jours. Ils volent le clinquet qu'ils envoient au Ghana tous les jours. Donc la société au Togo tourne au ralenti depuis plusieurs mois. Elle a par ailleurs enregistré un nouvel accident professionnel en janvier. Donc en janvier, il y a eu des décès de ses employés. La victime qui est décédée, celui qui est décédé, devait procéder à la maintenance d'un four. Vous savez, il y a des fours, de grands fours là-bas qui broient le ciment et le clinquet, qui font chauffer le clinquet. Donc les gens font l'entretien. Donc le gars, voulant faire l'entretien du four, il a été brûlé. Et 10 ans plus tôt, en 2015, 6 autres salariés avaient trouvé la mort sur le site de Ouassem dans l'explosion d'un tank de fuel. En 2023, la justice togolaise a condamné la société à verser 280 millions de francs CFA aux familles des victimes, environ 427 000 euros. Mais celle-ci affirme n'avoir jamais reçu la totalité de cette somme. Donc, la justice togolaise a condamné Ouassem à verser aux victimes des accidents, les propriétaires terriens, 280 millions. Ouassem qui sort des milliards du Togo n'a pas trouvé 280 millions pour payer les victimes togolaises. Et depuis, voilà, les gens sont là. Les gens sont là. Donc, voilà la situation à Ouassem. Bon, il y a un article de la lettre du continent de l'Afrique intelligente qui parle de l'armée togolaise. Je ne sais pas si c'est important de partager ça avec vous. Il semble que lors de sa dernière visite au nord là-bas, Faure n'était pas du tout content de la qualité des nouvelles bases militaires. L'article date du 23 janvier 2025. Bon, je ne sais pas si vous avez besoin de... Le chef de l'État togolais a donné des consignes pour améliorer la sécurité et le confort des soldats déployés dans le nord du pays. L'état-major commandé par le général Dimini Alahare dispose de 3 mois pour se conformer à ces exigences. En visite dans la région des Savanes, le 25 décembre dernier, le président Faure Gnassingbé est allé à la rencontre des troupes togolaises déployées face aux groupes armés dans le cadre de l'opération militaire Kondouaré. Flanqué de Khalis Madjourouba, ministre de la Sécurité, de Yak Darmam, son prédécesseur, désormais titulaire du portefeuille de l'eau et des ressources halieutiques, le chef de l'État a tenté de prendre la température du terrain en compagnie de ses sécurocrates. Il a tout d'abord exprimé son mécontentement quant à la qualité des infrastructures réalisées dans les nouveaux camps militaires ou des postes de combat avancés, POC, situés dans les zones de Benjal, Tourne 50 et Nord-Est. Ceux-ci ont récemment été conçus pour renforcer le maillage défensif des forces armées togolaises le long de la frontière avec le Burkina Faso. L'attaque du camp de Kwepankandi, c'est l'attaque dont on dit que moi j'ai financé là, survenue en juillet dans cette zone, a révélé des protections insuffisantes au niveau du portail d'entrée. Ces failles avaient permis aux groupes armés de pénétrer dans l'enceinte et d'infliger de lourdes pertes aux FAT. Donc, on n'a jamais communiqué sur les lourdes pertes des FAT. Attentif au moral, Faure Gnassingbé a également pointé du doigt la précarité des logements à l'intérieur des campements, conçus pour la plupart en forme d'apatam. Donc, là-bas, on a conçu des camps, on a fait des casernes, mais c'est des apatams qu'on a mis, surmontés de toits et de tôles ondulées. Ils offrent un confort rudimentaire aux militaires togolais, déplorant la situation, Donc, Faure, qui est le ministre des Armées, il est allé là-bas, et c'est là-bas qu'il découvre que les militaires ne sont pas logés dans des conditions de confortabilité, si je peux parler ici. Vous savez, la situation dans le Sahel est catastrophique, et nous devons redouter
que cette situation ne nous impacte gravement. Parce que, alors nous parlons, voilà, la technique qui diffuse encore ce train ancestral là. Alors nous parlons, ouais, on peut avancer. Alors nous parlons, il y a de plus en plus de désertion dans l'armée. Les gens ne veulent pas aller au front parce que c'est de plus en plus dangereux. Il y a énormément de désertion dans l'armée. Et vous avez vu la note qui est sortie récemment du chef d'état-major qui demande à ce que les chefs corps suivent méticuleusement la trace des militaires qui quittent les rangs. Parce que peut-être qu'ils ont peur que ces militaires soit vont rejoindre le camp des insurgés ou bien vont revenir d'une manière ou d'une autre. Donc ils ont sorti une circulaire, je sais pas, une note pour qu'on suive ces militaires-là. Et donc la situation est catastrophique. Et la manière dont les djihadistes sont maintenant armés, avec tout ce qu'ils ont comme arsenal, ils vont se déporter vers les pays de la côte. Donc les jours à venir vont être compliqués pour les pays côtiers, parce que ces gars qui n'avaient que 2 ans, des moteurs, des Kalachnikov, aujourd'hui, ils ont des armes très puissantes, ils ont des blindés, ils ont des véhicules, ils ont des mitrailleurs, ils ont des drones, donc ils peuvent se déporter très loin. Donc, la manière dont les choses se dégradent là, on risque d'avoir une situation assez catastrophique dans les jours qui viennent. Bon, prions pour notre pays, c'est tout ce que je peux dire. Donc, voilà la situation au niveau de Ouassem. Voilà.